Ils réitèrent leur engagement à œuvrer pour le développement de la zone franc. Dans un contexte économique marqué par des incertitudes au plan international comme régional, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales se sont engagés à Abidjan au renforcement du principe de solidarité dans la zone afin d'apporter les réponses concertées et communes aux défis économiques, sociaux et sécuritaires. Aujourd'hui, nous avons une monnaie stable dans laquelle les investisseurs ont confiance, dans laquelle les citoyens qui utilisent au quotidien cette monnaie ont confiance. Et si on l'apprécie au regard justement des critères objectifs, eh bien c'est une monnaie aujourd'hui qui est solide, qui appuie justement le développement de nos économies. Présent lors de cette importante rencontre sur l'avenir du CFA, le ministre français de l'économie Michel Sapin s'est retranché derrière la souveraineté des Africains sur le sujet, refusant d'évoquer le débat sur le franc CFA en Afrique. Sur le franc CFA, je n'ai rien à dire de plus que ce qu'ont dit les Africains eux-mêmes. Je répète toujours cette phrase parce que j'y crois profondément. C'est une monnaie qui appartient aux Africains. Le CFA, utilisé par 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, est lié à l'euro par un système de parité fixe. Pour garantir cette parité, les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. La France est là en ami pour soutenir, aider des pays qui sont puissants, ont beaucoup d'avenir, mais qui doivent faire face à un certain nombre de difficultés, a ajouté Michel Sapin, alors que de nombreux pays de la zone franc CFA ont actuellement des problèmes budgétaires touchés par un ralentissement de l'activité et une baisse de certaines matières premières. Il n'est pas question que la France, je ne sais pas comment d'ailleurs, décide à la place de ses partenaires. Nous sommes là en appui, nous sommes là en soutien, nous sommes là pour garantir la convertibilité, ce qui est très important pour la stabilité globale de la zone, mais c'est les Africains et les Africains seuls qui décideront de l'avenir de leur monnaie. La zone franc comprend 14 pays d'Afrique subsaharienne. Le 15e membre est l'archipel des Comores. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. Au sol, en toiture ou sur eau, les projets solaires ont fleuri ces dernières années au Japon, pays pauvre en ressources, avec le fort soutien du gouvernement. Des milliers de panneaux solaires posés sur une vaste étendue d'eau, la plus grande centrale solaire flottante du Japon, à 1 heure de Tokyo, est censée refléter les ambitions du pays dans les énergies renouvelables, une étiquette écolo cependant brouillée par la place accordée au charbon. Comme il y a beaucoup de lacs artificiels et réservoirs d'eau pour l'agriculture au Japon, nous avons entrepris depuis 2014 chez Kyocera de développer sur l'eau des méga-projets d'énergie solaire photovoltaïque.
À rebours des autres grands pays industrialisés, le Japon finance généreusement les projets des centrales à l'étranger et investit aussi sur son propre territoire avec 47 initiatives programmées selon le groupe européen d'experts indépendants E3G. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un engouement pour les énergies renouvelables et le gouvernement a clairement appuyé sur l'accélérateur. J'ai le sentiment qu'il met un frein à cette politique et concentre ses forces sur la relance du nucléaire et la construction de nouvelles centrales à charbon. Ce sentiment, évoqué par Kimiko Hirata, est confirmé par un rapport publié mi-novembre en marge de la COP22 à Marrakech qui classe le Japon parmi les très mauvais élèves de l'action climatique. Les écologistes, eux, sont moins optimistes car le Premier ministre Shinzo Abe, outre sa volonté de relancer le nucléaire sans grand succès jusqu'à présent, poursuit une obsession peu compatible avec un monde plus vert, le charbon, même si les firmes nippones ont mis au point des technologies permettant de réduire la pollution.